Bonjour et bienvenue à tout le monde pour ce 150e webinaire. On pourrait quasiment organiser une belle célébration, 150 webinaires. Vous savez que vous pouvez retrouver la quasi-intégralité de ces webinaires sur notre site internet disquitus.com. Bonjour à tous. N'hésitez pas à mettre d'où vous venez dans le chat. C'est toujours le fun de savoir d'où vous venez de la francophonie canadienne et des fois même plus loin aussi. Vous savez que ce webinaire est aussi présenté cet après-midi en version anglaise. Super. Comté de Simcoe, Calgary, Ottawa, Windsor. Excellent. Gatineau, Ottawa, Sainte-Catherine. Excellent. Bon, ben, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est quand même, Vancouver, Moncton, d'un bout à l'autre. On parle de l'impact de votre style de leadership sur les employés, sur les collègues et de manière générale sur tout ce qui va nous entourer. Alors, avant tout, je remercie l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario de nous permettre de vous présenter ces webinaires-là. On est rendu, comme je vous le disais, à 150 webinaires. Alors, webinaire, pourquoi aujourd'hui c'est important de comprendre l'impact de son style de leadership? Premièrement, parce que ça va vous permettre d'ajuster ta posture, tu sais, d'ajuster ce que tu dois dire, tes gestes, tes paroles. Ça va éviter les résistances, des fois même les pertes de temps un peu inutiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui va être important, c'est que ça va te permettre de mieux connecter avec les autres, hein. Des fois, notre style de leadership, on n'est pas sûr, est-ce que je suis en train d'écraser les autres ou est-ce que au contraire, ben, je suis plus en train d'essayer de m'adapter tout le temps. La troisième raison pourquoi c'est important de comprendre l'impact de son style de leadership, c'est que ça va permettre de maintenir un environnement sécurisant. J'irais même peut-être jusqu'à dire psychologiquement sécurisant. Ça va t'éviter de t'épuiser à porter tout sur tes épaules. Hein, de se dire, OK, comment je peux m'adapter et comment je peux aller chercher l'autre style aussi de l'autre. Finalement, ça va t'aider, si toi, tu es une personne qui a besoin de beaucoup de structure, à doser ce besoin-là, parce qu'on s'aperçoit que quand on a un style de leadership où on a besoin de beaucoup de structure, des fois, la fluidité est moins là. Alors, tu vas voir évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a rien de bon ou de mauvais. Tout est correct. C'est simplement de savoir où on se situe, à quel moment. Je saute directement dans le programme de cette heure ensemble. Premièrement, on va regarder les 8 dimensions du leadership, mon style, son style, notre style, les 5 questions de l'intelligence émotionnelle. Ça va vraiment être le gros du sujet. Et entre nous, je vais vous le dire, il va falloir qu'on le fasse en 1 heure. Mais ça, c'est le contenu de 3 formations qu'on donne chacune sur une journée, hein. Les 8 dimensions du leadership, le style DISC et l'intelligence émotionnelle. Donc, on a condensé ça pour vous donner le maximum en 1 heure, mais je vous invite aussi à aller regarder nos formations qui sont sur une journée complète. Et on finit par notre traditionnel piège, risque, astuce et impact et les prochaines formations. Alors, on saute tout de suite dans le cœur du sujet. Je vais souvent parler du modèle DISC, D-I-S-C. Pour ceux qui nous connaissent, on a basé l'entreprise sur ce modèle DISC-là. Mais vous allez voir que ce n'est pas grave si vous ne le connaissez pas. On est capable de quand même vous donner de la matière pour que vous vous l'appropriez aujourd'hui. Alors, le principe de base du modèle des personnalités DISC, c'est que la personne qui a le plus de flexibilité va avoir le plus d'impact sur le système. Hein, donc, plus tu as la flexibilité, toi, tu t'adaptes, plus ça va permettre d'avoir d'impact sur le système. Donc, c'est pour ça que je te parle aujourd'hui de t'adapter pour avoir de l'influence. Si je me mets dans une petite définition théorique, là, s'adapter pour avoir de l'influence, c'est la capacité de moduler son approche et son comportement pour maximiser son impact auprès des autres personnes. Essentiellement, c'est de comprendre les besoins, les préférences, puis les dynamiques qui sont en lien avec chaque situation qui va faire que tu vas influencer de manière efficace et constructive, hein. Influencer, c'est pas de partir dans tous les sens en espérant que ça fonctionne, c'est d'y penser un petit peu avant. Ultimement, cette adaptabilité va te permettre d'exercer une influence qui favorise collaboration, engagement et atteinte des objectifs communs. Moi, je suis curieuse, dans le chat, c'est quoi les mots que tu retiens particulièrement? Quelque chose qui fait vraiment écho dans cette définition pour toi?
Je vais te lire dans le chat. Puis à tout moment, si tu as des questions à apporter, n'hésite pas à les mettre dans le Q&A aussi. Alors, si tu devais souligner un ou deux mots, qu'est-ce que tu soulignerais? Influence, capacité d'adaptation, adaptabilité, comprendre. Oui, effectivement, c'est toutes des belles choses efficaces. Puis généralement, ce que vous avez souligné, ça va en dire long sur votre style de personnalité. On va aller creuser un petit peu plus là-dedans aujourd'hui. Donc, on va voir que on pourrait imaginer, par exemple, une direction d'école qui dirige une équipe d'enseignants, hein. Puis, tu sais, son approche de leadership, elle va varier selon les situations. Donc, quand on est en période de crise, quelque chose qui est un peu un changement soudain, mais il faut peut-être avoir une approche plus directive, hein, donner des consignes claires, prendre des décisions rapides. Mais quand on est peut-être dans une nouvelle méthode d'enseignement, quelque chose qui pourrait être une approche plus inclusive. Donc, on ne va pas avoir la même approche dépendamment des situations. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les 8 dimensions du style de leadership. Comme je te l'ai dit, ces 8 dimensions, elles s'appuient sur le modèle DISC. Donc, le modèle DISC, le voilà. Comme je te l'ai dit aussi, ça prend une journée d'habitude à le présenter, donc je fais quelque chose de très rapide. Mais aujourd'hui, ce sur quoi on va travailler, c'est sur les mots qui sont tout autour du modèle DISC. Donc, dominance, on va faire le tour par la droite et on va revenir jusqu'à ambition. Donc, que tu connaisses ou pas ton style DISC, c'est pas très grave, tu n'en as pas vraiment besoin aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est qu'au fur et à mesure que je te présente les 8 dimensions, commence à réfléchir à c'est quoi mon style ou mes styles naturels et c'est quoi les styles avec lesquels, ouf, je suis beaucoup moins à l'aise. Hein, je t'invite à y réfléchir au fur et à mesure que je te les nomme. Je vais te donner des exemples, ça va t'aider à te situer un petit peu. Alors, les 4 premières, on va faire ça en deux diapositives. Première dimension du leadership, c'est la dominance. Puis, si tu es moins à l'aise avec le mot dominance, utilise le mot déterminé. Hein, des fois, au niveau du langage, ça nous aide un petit peu plus. Donc, un leader qui va être dominant, déterminé, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en charge les situations avec confiance. Il va inciter les autres à obtenir des résultats. On est vraiment sur le résultat. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une assurance assez solide, qui va prendre l'initiative, tu sais, dans des situations critiques, ou peut-être même qui va orienter ses actions pour résultat tout le temps. Alors pense-y, est-ce que c'est comme quelque chose comme ça que tu pourrais être naturellement ou au contraire dont tu te dissocies très facilement? La deuxième dimension du leadership, c'est l'innovation. Donc, un leader qui va être innovateur, il va plutôt encourager les autres à penser de manière créative, en dehors de la boîte. Donc, c'est quelqu'un qui va voir des nouvelles opportunités, puis qui va les saisir, hein, qui va en profiter, qui va repousser les limites un petit peu quand c'est pertinent, hein, qui va aller chercher ailleurs. C'est quelqu'un qui va aller chercher des solutions plus audacieuses, plus originales. Donc, peut-être que c'est un style naturel pour toi, ou au contraire, vraiment pas naturel. Troisième style, l'inclusion. Donc, un leader qui est inclusif, c'est quelqu'un qui va évidemment impliquer beaucoup de personnes, mais qui va aussi se soucier de leurs opinions. Pas nécessairement parce qu'il va accepter puis décider en fonction des autres, mais qui va écouter tout le monde avant de prendre cette décision. Donc, cette personne, elle est vraiment ouverte aux idées, aux perspectives qui sont différentes. Ici, c'est le dialogue qu'on va vraiment, vraiment mettre en avant, un dialogue constructif, respectueux. La quatrième dimension du leadership, c'est l'humilité. Donc, un leader qui est humble, c'est quelqu'un qui va avoir évidemment un comportement modeste. On va dire que c'est une personne à qui on pourrait faire confiance pour prendre des décisions qui sont justes et équitables. Quelqu'un qui va conserver son calme, même sous pression, qui va privilégier des décisions qui vont être justes, impartiales. Ça, c'est vraiment les 4 premières dimensions du leadership. Donc, je t'invite à commencer, si tu nous rejoins, à penser à c'est quoi, c'est la dimension de laquelle je me rapproche, puis c'est laquelle, celle dont je m'éloigne un peu, qui n'est pas naturelle pour moi. Je t'amène dans les 4 autres, puis ensuite on fait un petit sondage. La prochaine dimension du leadership, c'est l'ambition. Donc, un leader qui va être dans l'ambition, lui, il va créer des normes élevées à la fois pour lui, mais aussi pour l'équipe autour de lui. C'est une personne qui va être très directe, hein. Elle va adresser les enjeux directement, puis rapidement. Elle ne prend pas de détour.
C'est une personne, son mot favori, là, c'est optimiser puis efficacité. Fait que ça, c'est l'ambition. Énergie. Un leader qui va être énergique, lui, il va susciter de l'enthousiasme hein, pour tout ce qui est rencontre de groupe. Il va avoir un vaste réseau de relations professionnelles. Il y a beaucoup d'enthousiasme derrière cette énergie-là. Beaucoup de relations professionnelles qui vont être tissées solidement, puis de manière durable. L'objectif ici, c'est un objectif collectif. On veut réussir ensemble. L'énergie, ensuite de ça, l'édification. L'édification, des fois, c'est un petit peu plus complexe à comprendre. En gros, un leader qui est édifiant, c'est une personne qui est accessible, une personne qui va aider les autres à se sentir bien dans leur environnement. On est vraiment dans, je reconnais tout le monde, je reste accessible si tu as besoin que je t'offre mon soutien, mon écoute. Puis, mon environnement de travail que je crée, il est très accueillant, positif. Finalement, dernière dimension du leadership, c'est réflexion. Un leader qui réfléchit, qui est réfléchi, pas qui est réfléchi, mais qui est réfléchi, assure de la stabilité. Stabilité au groupe parce qu'il va communiquer clairement les communications. Il va avoir toujours une analyse très rigoureuse avant de prendre des décisions et donc il va y avoir un cadre très stable. Donc là, c'est vraiment les 8 dimensions du leadership que je te présente. Évidemment, on va très rapidement là-dessus, mais j'ai quand même une question pour toi. Tu peux scanner le code QR ici, sinon je vais te mettre le lien pour aller joindre dans le chat le sondage et répondre ici à cette question. C'est quoi pour toi, selon toi, hein, pour toi, les 2 dimensions qui sont les plus naturelles pour toi? Fait que je t'invite à soit prendre le lien, soit scanner ton code QR et les premières réponses arrivent. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Là, on va voir tout ça bouger beaucoup. Les 2 dimensions les plus naturelles pour toi, ce seraient lesquelles sur les 8 qu'on a présentés? Naturel étant ce qui est plus facile à faire hein, dans la vie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'aller dans les autres. Bien évidemment que tu es capable. C'est juste qu'il y a des styles vers lesquels c'est plus naturel pour nous d'aller. Alors, on va voir où on se situe aujourd'hui. Super. Alors aujourd'hui, on est une quarantaine de participants. Pour l'instant, on voit que le style de leadership énergie semble l'emporter, mais pas très haut la main non plus, avec ensuite 3 qui arrivent à égalité. Humilité, ambition, édification. Et ça ne m'étonne pas, dominant, c'est plutôt vers le bas. Par contre, innovation aussi hein, est plus vers le bas. D'habitude, innovation pourrait remonter parce qu'il est souvent en lien avec l'énergie. Ah, on voit que ça continue de changer. Fait que c'est intéressant de voir où tu te situes aujourd'hui. Puis tu pourrais continuer à te garder ça en tête. Je vais partager avec toi un document qu'on a créé qui va t'aider à te souvenir un petit peu de ça. Voici, je le mets dans le chat. Donc, tu devrais pouvoir le télécharger. Ça ressemble à ce document. En fait, ça ressemble plus parce que c'est ce document-là que je te présente en ce moment à l'écran. Donc, ça va te permettre de garder en tête les différentes formes, styles de leadership. Et puis, tu peux prendre tes notes plus tard ou en tout cas le partager avec d'autres personnes aussi à ce moment-là. Donc, les 2 dimensions les plus naturelles pour toi. Donc, on voit ici que humilité, énergie, édification sont celles qui sont les plus présentes aujourd'hui. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, je réalise que j'ai le même style de leadership que notre DG. Ça peut être un hasard, ça peut être aussi une façon de faire qui est liée plus à la culture d'entreprise, ça peut être lié à vos types de personnalité. Il y a plein de possibilités là-dedans. Il n'y a pas nécessairement une règle générale. Alors, tu te doutes bien que si je t'ai posé la première question sur c'est quoi ce qui est le plus naturel pour toi, je vais évidemment te demander quelles sont les 2 dimensions qui sont les moins naturelles pour toi. Alors, je te laisse voter sur cette deuxième question. Quelles sont les moins naturelles pour toi? On va voir par rapport
à ce qui était là tantôt. C'est quelque chose qui est moins naturel, c'est quelque chose qui va te demander plus d'énergie, hein. Moi, je dis souvent, c'est énergivore pour moi d'être dans tel style. Donc, qu'est-ce qui te demande beaucoup plus d'énergie? Tu es capable d'y être. C'est juste que, ouf, c'est difficile pour toi, c'est pas naturel, hein. On voit que la dominance arrive à un haut niveau. Dominance étant, je suis déterminée, hein, je suis capable, je suis très solide. Solide, c'est un très bon mot que vous pouvez employer aussi, hein. Ça ne veut pas dire qu'on domine les autres, vraiment pas. C'est simplement que je suis solide, je suis ancrée, je sais prendre des décisions quand il y en a besoin. Souvent dans des crises, là, c'est ce genre de style qu'on va utiliser, un peu plus directif. Excellent. Fait qu'au naturel, vous êtes moins dans la dominance, dans l'ambition et l'innovation. Intéressant, ça. On n'est pas surpris, c'est exactement l'inverse de l'autre question, mais des fois, il peut y avoir des choses qui reviennent un peu différemment. Donc, excellent. Super. Alors, je vous amène un petit peu plus loin dans les styles disques, justement. Donc, style disque, la première chose, on va parler du fait que mon style naturel n'est pas universel. Moi, j'ai un style I très fort. C'est pas tout le monde qui va fonctionner comme moi. Donc, c'est important de comprendre que j'ai besoin, moi, de m'adapter au style de l'autre et que si je m'y adapte, ça va me permettre d'avoir des relations de travail qui sont plus fluides, plus efficaces, puis plus respectueuses. Donc, je t'amène tout de suite dans le modèle disque qui va t'aider un petit peu à y voir plus clair. Ici, avant de commencer, là, ce que je t'invite à faire, c'est à penser à une personne dont tu ne connais pas le style disque, une personne qui est dans ton entourage professionnel, juste pour t'aider à apprivoiser un petit peu le modèle disque. Donc, pense à une personne dans ton entourage et sois curieux. Puis, si tu ne connais pas ton modèle disque à toi, ben, tu peux te prendre toi comme exemple. C'est bon? Tu as quelqu'un en tête? On commence avec ça tout de suite. Oui, je lis le chat en même temps. Effectivement, le mot dominance prête totalement à confusion. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que j'utilise le mot déterminé le plus souvent possible. Mais officiellement, il faut garder le mot dominance dans nos standards, dans la façon dont on en parle. Mais c'est une très bonne remarque. Alors, pense à quelqu'un ou pense à toi si tu ne connais pas ton style disque et on va utiliser les deux axes. Donc, le premier axe, tu le vois, c'est l'axe qui est franc et rapide en haut et précautionneux et réfléchi en bas. Donc, franc et rapide, précautionneux et réfléchi, c'est un petit peu le niveau d'énergie de la personne. Donc, qu'est-ce que cette personne-là, quand elle travaille avec toi, elle est plutôt franche et rapide, ce qu'on pourrait un petit peu caricaturer, j'y vais très gros, avec un extraverti ou une extravertie, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt précautionneux et réfléchi, hein, plutôt d'un tempérament assez calme, ce qu'on pourrait nommer les introvertis, pardon. Donc, pense à ce premier continuum-là, franc et rapide ou précautionneux et réfléchi. Où est-ce que la personne à qui tu penses se situerait? Sachant qu'il n'y a pas de bon ou de moins bon, là. Puis, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient plus dans le milieu, que ce soit moins facile à identifier, mais grosso modo, de manière générale, son énergie, elle est plutôt comme, un peu comme moi, ça bouge dans tous les sens. Au contraire, c'est une personne plus tranquille, plus calme. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, l'axe horizontal, on va vers interrogateur et sceptique et acceptant et chaleureux. Interrogateur sceptique, on est plus dans quelqu'un qui va être sur la tâche, axé sur la tâche, alors que acceptant et chaleureux, ça va être sur l'humain. Ça ne veut pas dire que cette personne est totalement inhumaine et que celle-ci ne pense pas du tout aux affaires. C'est simplement un petit peu, encore une fois, des opposés, juste pour polariser, pour que ce soit plus facile pour toi de faire la distinction. Donc, quelqu'un axé plus sur la tâche et l'autre plus sur l'humain, sur le relationnel. Ici, plus sur les objectifs, les choses à faire. Quand tu as ces deux axes qui se croisent en quatre, c'est capable de définir où est-ce que tu pourrais te situer, où la personne à qui tu pensais pourrait se situer. Donc, DISC, tu vois les quatre cadrans à cet endroit-là. Ce qui est important, c'est la phrase qui est tout en bas, qui est important de retenir, c'est que tout le monde, chacun d'entre nous, on combine les quatre styles de façon unique. C'est-à-dire qu'on a tous un petit peu de chaque style.
Oui, on va avoir une grande préférence, mais aussi on va avoir tous un petit peu de chaque style. Donc, le D pour dominance ou dans votre tête, vous pouvez garder le mot déterminé qui va être plus orienté résultat, hein, qui va être direct, rapide. Le I plus influence, orienté vers les relations, très expressif, enthousiaste. Le S pour stabilité, hein, il est plus orienté vers l'harmonie, le calme, tout ce qui est prévisible. Et le C pour conscience, des fois certains disent conformité, hein, il est orienté vers les faits, il est rigoureux, analytique. Je te le rappelle, il n'y a aucun style qui est meilleur qu'un autre. Et puis, une chose qui est importante à savoir, c'est que des fois, en situation de stress, notre style va s'intensifier. Donc, on va être, par exemple, pour un I, on va être plus enthousiaste ou peut-être plus expressif. Pour un D, il va être peut-être plus sur la façon de dire les choses directes et puis sur les objectifs. Pour un C, il va être plus en recul, hein, s'il est très stressé. Donc, vois comment tu te situes là-dedans. Alors, je suis curieuse, est-ce qu'il y a des gens qui n'avaient jamais fait le modèle disque et dans le chat qui pensent avoir trouvé leur style? Si tu veux le noter avec la lettre dans le chat, ça me fera plaisir de te lire. Alors évidemment, il y a plein de nuances, hein. On peut être un DI, on peut être un ID, on peut être un I avec des hachures dans le C, hein. Si tu fais la formation, tu vas le savoir. Il y a une formation continue qui est proposée le 3 juin, si jamais ça t'intéresse. Je vais te mettre le lien ici parce que ça pourrait être intéressant pour toi ou pour ton équipe. Je le mets dans le chat tout de suite. OK, alors, je continue. Je vous lis en même temps. Du SI, I avec un peu de S. C'est beau ça. C'est bien de saupoudrer comme ça, hein. Alors, quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec le modèle disque, ben, je suis contente que tu le vois. Je te dirais que l'ensemble de nos formations ici sont pas mal basées là-dessus. C'est vraiment une belle formation. DS pour quelqu'un. Alors ça, DS, ce serait très spécial, hein, parce que c'est seulement 2% de la population qui est avec des opposés, hein. D'habitude, on est plus à côté les uns des autres. Oui, alors il y a quelqu'un qui dit, est-ce que les couleurs ont une signification? Absolument, les couleurs ont une signification. Alors, euh, on a aussi d'autres profils des fois, et puis j'irai pas là aujourd'hui, mais c'est pas toujours les mêmes couleurs. Mais nous, on fait beaucoup d'analogies avec ces couleurs-là, hein. Le D, c'est go, feu vert, on y va. Le rouge, c'est le I, c'est le feu, la flamme, la passion. Le S, c'est plutôt comme une eau calme, hein, le bleu, très calme. Et le C, pour le jaune, on prend souvent le feu jaune, le feu orange, là où on fait wow, 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 on ralentit. Alors ça, c'est nous l'analogie qu'on fait très rapidement là-dessus. On a une règle d'or qu'on connaît pas mal tous, hein, dans la vie, qui est traiter les autres comme vous voulez être traité. Mais ça, c'est un gros problème parce que si on agit comme ça, mais c'est pas nécessairement, on va pas s'adapter au style de l'autre. Hein, c'est pas tout le monde qui veut être traité comme moi, j'ai envie d'être traité. Donc, chez Disquitus, on remplace la règle d'or avec la règle platine. Donc, on va traiter les autres comme il ou elle aimerait être traité. Donc, tu sais, si je prends l'exemple, par exemple, d'une gestionnaire qui est une gestionnaire C et la secrétaire qui est I, on peut imaginer que la secrétaire, tous les lundis matins, quand elle arrive, elle a besoin de parler de sa fin de semaine, de tout ce qui s'est passé, de bien comme de moins bien. Mais la gestionnaire C, c'est pas évident pour elle parce qu'elle, elle voudrait comme commencer ses tâches et puis aligner sa semaine. Sauf qu'elle sait qu'elle va avoir besoin de sa secrétaire. Donc, il faut qu'elle aille la rejoindre dans son style. Donc, c'est important de traiter l'autre comme l'autre veut être traité. Voilà pour le défi relationnel. Alors, je t'amène directement dans une prochaine question. Si je te demande avec quel style disque tu penses ressentir le plus de friction, là, quand tu revois un petit peu tu sais, le document qu'on a partagé et que tu as pardon, que tu as sous les yeux maintenant, c'est avec quel style que tu as le plus de friction? Tu peux le noter
dans le sondage. Le style D, le style I, c'est une belle bataille qui s'amorce. Puis, je te donne une question bonus en même temps que tu réponds, là. Une fois que tu as identifié le style avec lequel tu te sens le plus en friction, pense à qu'est-ce qui cause cette friction. En d'autres mots, essaye de le trouver en termes de comportement observable. Hein, si je pense à un comportement que l'autre fait, c'est quoi qui m'irrite? Qu'est-ce qui cause cette friction? Dans le style disque, on dit souvent que on connaît, si je reprends l'analogie des voisins, là, on connaît bien nos voisins à droite, à gauche, là où on habite, mais on connaît moins bien ceux d'en face. Parce que faut traverser la rue, c'est pas évident pour apprendre à les connaître, ça demande un effort supplémentaire. Dans le style disque, c'est la même chose. On pourrait imaginer que un I puisse plus facilement comprendre un D et un S plutôt qu'un C, qui est complètement à l'opposé. Mais ça ne veut pas dire que je les comprends tous parfaitement, les D et les S. C'est juste une petite façon. Alors en ce moment, ce qui cause le plus de friction, c'est les D et les C. C'est intéressant. Souvent, un D pourrait trouver un C qui soit trop lent, c'est trop lent ou hésitant. Une S pourrait se dire, oh, les I là sont vraiment envahissants ou désorganisés, ou ça bouge partout, ça parle fort, ça parle vite. Une personne C pourrait juger une personne I comme moi, par exemple, trop floue, trop impulsive. Ou une personne I comme moi pourrait penser qu'un D est un petit peu trop froid, trop direct. Donc, encore une fois, dans le document ici qu'on vous a partagé tantôt, on vous a donné quelques petites astuces là, pour adapter ton discours pour mieux interagir. Donc, je te laisse aller regarder dans ce tableau-là les différentes choses que tu peux mettre en place pour mieux collaborer avec cette personne-là. Alors, si on retourne au sondage, c'est le style C qui emporte le plus de friction aujourd'hui. Donc, si on regarde ici dans notre petit tableau, une des meilleures choses à faire, une des meilleures astuces qu'on peut vous donner, c'est d'être très clair et très structuré. Hein, quand vous parlez à un C, allez directement sur le point. Ne soyez pas dans la généralité, ce sont des personnes de détail. Donc, soyez très clair de là où vous vous en allez. Ça va être très rassurant pour cette personne-là. Petite astuce pour laisser. Excellent. Alors, je lis le chat, le Q&A, tout est beau. On continue avec les 5 questions de l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, ça va vous permettre de mieux décoder, de mieux ajuster et transformer les interactions en milieu de travail. Donc, ici, c'est comme si un peu on se demandait pour une sorte de boussole à l'intérieur de nous qui se disait, oh, OK, qu'est-ce que je pourrais utiliser là, quand la situation est particulièrement tendue, délicate ou peut-être même quand même avec des enjeux assez importants? Alors, les 5 questions, les voici. Je vais vous les présenter une par une. Encore une fois, l'objectif de ces 5 questions-là, c'est de développer la capacité d'être conscient de soi, d'être conscient des autres, ce qui va nous permettre de nous adapter. Alors, première question. Qu'est-ce que je ressens? Donc, quand il y a quelque chose qui est tendu, une situation qui est un peu avec des frictions, hein, quand on en parlait tantôt, qu'est-ce que je ressens? C'est la première question que tu devrais te poser et j'irai même plus loin, que tu devrais nommer à haute voix tout seul, OK? Va pas nommer à l'autre comment tu te sens tout de suite, mais nomme-le à haute voix. Je me sens frustrée, je me sens fâchée, je me sens déçue, je me sens trahie, je me sens... Nomme-le. Prends des adjectifs en arrière et nomme-le. L'objectif ici, ça va être de comprendre tes émotions. Première étape. Est-ce que je suis dans un état réactif ou est-ce que, OK, je suis zen, je suis sereine, je suis dans un état ouvert? Je t'invite aussi à penser à l'effet de ton stress, ou de ta fatigue. Des fois, on a passé des longues fins de semaine, mais ça n'a pas été nécessairement reposant. Comment ça interagit sur mon comportement? Ou, je ne sais pas, vous êtes un jeune parent avec un enfant qui ne fait pas encore ses nuits. Donc, ça se peut que vous soyez fatigué en arrivant au travail. Comment ça va avoir un impact sur ton comportement?
L'idée ici, c'est vraiment d'aller ajuster un peu ta communication pour pas que ce soit contaminé par tes ressentis. Donc, comme un petit scan corporel slash mental pour se dire, OK, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Première étape que tu devrais te poser pour être plus conscient. Deuxième étape, qu'est-ce que l'autre ressent? Alors, c'est pas évident de le savoir, on pourrait imaginer plein de choses, mais juste d'essayer de lire, par exemple, les signaux, le langage non verbal, hein, le langage non verbal de l'équipe, ça, c'est une belle pratique pour essayer de comprendre ce que l'autre ressent. Fait attarde-toi à essayer de décoder les micro-expressions. Tu sais, on dit souvent, oh, quelqu'un qui a les bras croisés, c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert à la discussion. Oui, ça peut. Ça peut aussi être une personne qui est en train de réfléchir. Ça peut être une personne qui a froid. Donc, il y a plein de choses ici. Donc, tu peux aller chercher et décoder quelques petits signaux non verbaux pour te demander comment va l'équipe, comment l'autre se sent. À ce moment-là, ça va te permettre d'ajuster ton approche pour éviter la tension. Donc, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que l'autre ressent? Et la troisième question, c'est quoi mon impact sur cette personne-là? Parce que ce qui est très important ici, c'est que de retenir, c'est que c'est pas ce que tu dis qui va compter le plus, c'est comment l'autre va le recevoir, va le retenir, va le ressentir. Je te le redis ça encore parce que c'est très important. C'est pas ce que tu dis, les mots que tu emploies qui comptent le plus, c'est ce que l'autre va retenir, ressentir et même, j'ai envie de te dire, interpréter. Je te donne un exemple. Dans un conseil d'administration où j'étais, il y avait une personne qui était en charge d'un comité et dans le temps et qui disait, ah ben moi, de mon temps, ce comité, ça fonctionnait très bien, j'avais su mobiliser les gens. Et la personne qui était actuellement responsable de ce comité était présente et elle, en ce moment, le comité, ça ne fonctionnait pas. Ce que la personne numéro 1 voulait dire, c'est possible d'y arriver, j'ai réussi une fois. Ce que la personne numéro 2 entendait, c'est ben, je suis nulle, je ne suis pas capable, j'y arrive pas, alors que quelqu'un d'autre y est déjà arrivé. Donc là, tu vois vraiment l'impact entre l'intention que celle-ci avait, mais l'impact que ça a eu sur cette personne. Donc même si tu as la plus grande bienveillance et que tu veux aider l'autre personne, ça se peut que l'autre le reçoive d'une autre façon. Donc ça, c'est important de te demander, OK, c'est quoi l'impact de ce que je viens de dire. Et ça, tu peux aller le demander à l'autre personne. C'est quoi l'impact? Quand j'ai dit ça, ça t'a fait quoi à toi? Quatrième question, qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce que je peux ajuster? Ça veut dire où est-ce que je peux aller mettre un peu de flexibilité émotionnelle finalement? Comment je peux montrer que j'ai envie de collaborer? Qu'est-ce que je peux ajuster? Et ça, c'est vraiment une question d'ouverture hein, que tu peux poser à l'autre personne en disant, écoute, je comprends mon impact puisque tu viens de me l'expliquer. Qu'est-ce que je peux ajuster? Et ça, on est vraiment dans l'ouverture à l'amélioration. Parce qu'on sait qu'il va falloir s'adapter, on est toujours en apprentissage continu. D'ailleurs, parlant d'apprentissage, c'est la dernière question ici. Qu'est-ce que j'apprends de cette interaction? Puis je dis souvent, qu'est-ce que j'apprends pour la prochaine page du livre de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre en ce moment dans cette interaction? Tu sais, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre à propos de mes forces? Quelle force j'ai dans cette situation qui est un petit peu difficile? C'est quoi les angles morts dans cette situation difficile? C'est quoi les besoins émotionnels de mon entourage? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre dans cette situation? Donc ça, c'est les 5 questions que je t'invite à te poser en termes d'intelligence émotionnelle. Je te propose une petite mise en pratique, qu'on le fasse ensemble. On va utiliser le chat pour ça. On va aller chercher une situation et puis je vais te demander de répondre, d'utiliser les 5 questions de l'intelligence émotionnelle pour y répondre. Alors, imaginons que tu es en rencontre avec un ou une collègue qui semble agacée. Tu es en train de présenter un projet qui te tient à cœur et la personne, elle semble distante et elle va poser des questions très critiques. Et là, évidemment, tu ressors frustré de cette séance-là. Donc, si on utilise les 5 questions pour la première question pour cette situation, donc, c'est qu'est-ce que je ressens? Alors, il n'y a évidemment pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. En fait, j'ai envie de dire, toutes les réponses sont bonnes.
mets-toi dans cette position-là. Qu'est-ce que tu ressens? On a déjà un premier indice, hein, je me sens frustrée. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, tu penses, là? Mets-toi dans les souliers de cette personne-là qui ressort frustrée. Donc, si tu réponds à la question 1, qu'est-ce que je ressens? C'est juste un petit exercice pratique pour aller pratiquer notre vocabulaire, puis nos adjectifs, vulnérabilité, espoir, merci de partir le bal. Je me sens déçue, ouais. Je me sens comment quand quelqu'un ne semble pas ouvert à mon projet qui me tient vraiment à cœur. Je me sens non valorisée. Mhm. Je me sens frustrée, insécure, déçue, absolument. Génial. Je me sens agacée aussi, bah oui. Hein, l'autre est agacé, mais moi aussi je peux l'être. Je me sens triste, fatiguée, frustrée, déçue, surprise et déçue, découragée, incomprise. J'ai un besoin de reconnaissance qui n'est pas comblé. Mhm. Fait que vous voyez, ça, c'est tout du vocabulaire que vous pouvez intégrer. Donc, qu'est-ce que je ressens? La deuxième question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'autre ressent? Alors, allons-y avec du langage tentatif. Qu'est-ce que l'autre pourrait, selon vous, ressentir? Fait que l'autre pourrait sentir, je vous invite à aller avec de l'ennui, de l'impatience. Elle peut se sentir attaquée, en insécurité, elle peut avoir peur, elle peut sentir du dénigrement, de l'incompréhension, que son besoin n'est pas répondu. Puis, je te challenge un peu, là, quel besoin ne serait pas répondu? Oui, elle peut ressentir de la peur, puis encore une fois, je vous challenge là, de la peur de quoi? Allons un petit peu plus loin. Pareil pour en insécurité par rapport à quoi? Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein, je fais juste vous challenger un petit peu pour l'aspect coaching. Oui, par rapport à la peur du changement. L'autre peut avoir de l'information que moi, j'ai pas. Donc ça peut être très insécurisant, effectivement. Je peux avoir peur d'être moins performant, peur devant un projet qui soit inconnu, qui n'ait pas assez d'informations pour cette personne. Vous avez toutes des super belles réponses. Bravo, excellent. Fait que vous êtes très bon là-dedans. Première question, deuxième question. Troisième question, quel impact, moi, je pourrais avoir sur lui au moment où je ressors de cette discussion frustrée? C'est quoi mon impact sur cette personne-là à ce moment-là? C'est quoi mon impact sur cette personne-là? Fait que mon impact, ça pourrait être que la personne va être plus méfiante. Mhm. Fermeture, rejet. Oui, parce que je ressors frustrée, hein, de cette rencontre-là. Fait que c'est sûr que mon non-verbal ça doit paraître. Donc, on pourrait imaginer que ce non-verbal-là fait en sorte que la personne se sente plus fermée à la façon, ou même irritée, absolument. Ouais. Fait que cette question-là, elle est plus difficile, hein. Vous voyez comment c'est plus difficile d'y répondre. Les réponses fusent moins facilement. C'est normal. J'ai souvent pour dire qu'une bonne question de coaching, c'est une question à laquelle on doit penser. Si c'est une réponse qui vous vient direct, c'est pas une question de coaching nécessairement qui vous fait pas aller plus loin. Donc, on veut vraiment y réfléchir. Donc, ça pourrait être aussi un impact où j'ai moins confiance dans l'information partagée, où elle ne voudra pas partager à nouveau ces questions. Effectivement, un impact sur un plus court ou moyen terme. Excellent. Si on passe à la question 4, qu'est-ce que je pourrais ajuster? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent avec cette personne-là? Hein, si on s'imagine là qu'elle a peur de beaucoup de choses, elle est dans l'insécurité, elle a peur du changement, qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je peux ajuster ma façon de faire? Avoir plus d'écoute, être plus rassurant, apporter beaucoup d'informations, l'interpeller directement, définitivement.
Expliquer le contexte, parler de nos attentes, de la rencontre, comprendre la raison des questions, rassurer les inquiétudes. Oui, c'est beau ça. La prochaine fois, donner de l'info en avance par courriel, absolument, la rassurer, changer le ton de voix, tellement. Ça, c'est des petites affaires, mais ça fait toute la différence, hein. Si j'étais agitée tout le temps pendant une réunion, probablement que je serais en train de vous étourdir, mais juste de ralentir, ça va vous permettre de prendre une petite pause pour y réfléchir. Oh, vous avez toutes des belles idées. Revoir le projet avec ces idées, partager des infos à l'avance. Parler avec eux seuls après. Oui, absolument, hein. Si c'est une réunion où il y avait plusieurs personnes, c'est important de vous isoler pour pouvoir en reparler avec cette personne-là directement. Ouais. Donc, vous voyez déjà, vous avez plein d'astuces pour ajuster tout ça. Si je vous pose la question de qu'est-ce que, la dernière question au fond qui est qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que vous pourriez apprendre de cette situation-là? Ce serait quoi votre petite conclusion de vous dire, ah oui, tiens, face à quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui n'a pas le même enthousiasme que moi sur un projet qui me tient à cœur, j'apprends que... Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que ma façon de présenter ne convient pas à tout le monde, qu'elle n'intéresse pas tout le monde de la même façon que moi. Oui, absolument. C'est très, 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 très pertinent, ça. Oui. J'apprends que c'est pas tout le monde qui est passionné par les mêmes choses que moi, exact. Et c'est bon ce que tu rajoutes parce que tu dis, ça veut pas dire que le projet est pas valable. Exact, hein? C'est pas parce que quelqu'un montre pas autant d'enthousiasme que moi que mon projet est pas valable. J'apprends qu'il peut toujours y avoir de la résistance, absolument. Puis j'ai même envie de vous dire qu'il va y avoir une raison à la résistance, hein. On dit souvent, oh, il y a des gens qui sont fermés. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait des gens qui sont fermés. Il y a des gens qui sont en insécurité. Et c'est ça qui crée notre impression de fermeture. Quand on est en insécurité, ce qu'on va faire, c'est se protéger. Donc, c'est de savoir de quoi la personne se protège et comment elle va pouvoir s'ouvrir. Je suis en train d'apprendre que on comprend qu'on est tous différents et qu'on apprend les uns des autres. Excellent, c'est bon. Je comprends aussi que je pourrais mieux me préparer pour mon style d'apprentissage, pour modifier mes capacités en communication. Absolument. Retenez la règle d'or, la règle de platine, pardon, qui est que c'est important de traiter les autres comme ils veulent être traités. Fait que la meilleure façon de le faire, c'est de leur demander, hey, toi, de quoi tu as besoin? Quand je présente un projet, de quoi tu as besoin? As-tu besoin, il y a quelqu'un qui l'a noté tantôt, hein, d'avoir plus d'infos avant? As-tu besoin d'y réfléchir, de poser des questions? De quoi tu as besoin? Oui, d'être plus préparé en connaissant les personnes à qui je présente. Puis aussi de donner l'opportunité aux autres de se préparer. Ça se peut que vous n'ayez pas besoin d'être préparé. Il y a plein de styles qui n'ont pas besoin d'être préparés dans la vie, ou en tout cas très peu. Mais il y en a pour qui ils ont vraiment besoin d'être préparés. Il y en a même qui ont besoin d'y penser encore après la réunion. Ils ne peuvent pas vous dire tout de suite que c'est un projet enthousiasmant, il faut qu'ils y pensent. Oui, connaître ton auditoire, c'est une excellente façon de faire, absolument. Vous avez toutes des super belles réponses. Alors, je vous amène un petit peu plus loin dans les pièges, risques, astuces et impacts que vous connaissez bien maintenant. Le premier piège que je voudrais vous présenter, c'est imaginer que votre style de... pensez en fait, que votre style de leadership est une excuse pour ne pas pratiquer un autre style. Hein? Oh ben moi, vous savez, je suis un style énergique, là, je ne serai jamais dans un style édification, là, c'est pas mon style. Ça, c'est un piège parce que le risque, c'est je grandis pas dans ce temps-là, je reste la même personne que je suis, puis je peux pas m'amener plus loin. Donc, l'astuce, c'est challengez-vous un peu, essayez d'adapter, de pratiquer les autres styles de leadership là, quand la situation le demande. Là, essayez de changer légèrement de style pour voir comment ça a un impact sur votre influence, comment ça influence tout le système. Donc, challengez-vous un peu. Allez pas complètement dans ce qui n'est pas naturel pour vous, mais juste ce qui est à côté de vous. Première astuce qu'on vous donne. Deuxième astuce, croire, en se croisant les doigts, que ce sont les autres qui vont s'adapter à mon style de leadership. Oh ben moi, mon style, c'est celui-là, les autres vont s'adapter. À ce moment-là, le risque, c'est que les gens ne vont pas collaborer avec toi, puis ça va créer du ressentiment.
Donc, notre astuce, c'est de se dire que la personne qui a besoin de l'autre, donc si moi j'ai besoin de l'autre, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de m'adapter au style de l'autre. Hein, si j'ai besoin d'aller voir ma collègue qui est un style C, et c'est important que moi, je m'adapte à sa façon d'être, à sa façon de faire, pour la ramener vers moi après. Donc, c'est toujours la personne qui a besoin de l'autre qui va s'adapter. Ça va permettre d'avoir une belle collaboration et puis ensuite une adaptation qui va être plus facile de part et d'autre. Troisième piège, croire qu'une personne possède uniquement les caractéristiques de son style de leadership. Hein, par exemple, une personne dominante, ben, ça serait juste son style. Elle n'est pas capable d'aller dans innovation. À ce moment-là, ben, c'est un petit peu comme si on avait mis quelqu'un dans une case. On risque de manquer de curiosité pour dire, ben, elle pourrait peut-être être autre chose. Non, on va la laisser dans cette case-là. Donc, je vous rappelle que chaque personne a une combinaison des 4 styles de disque, donc des 8 styles de leadership. C'est simplement que c'est à sa façon. On est tous uniques là-dedans. Donc ça, c'est important de se rappeler qu'on n'est pas juste une petite case, mais qu'on pourrait être un petit peu partout. Donc ça, c'était les pièges, risques et astuces. S'il y a des questions, je t'invite à les mettre dans le chat ou dans le Q&A. Je vais y répondre. Et puis, pendant ce temps, je vais aussi aller te donner les prochaines informations sur les formations. Tu sais qu'on est au 150e webinaire aujourd'hui. Il y en a un dans 2 semaines, le 3 juin, qui va s'appeler Des réunions qu'on aime, 3 types de rencontres qui cultivent la collaboration. Et puis un autre le 17 juin, 4 expressions qui tuent l'esprit d'équipe, l'impact des mots dans l'environnement de travail. Donc, si tu veux aller t'y inscrire sur notre site, c'est toujours disponible. Et puis, la meilleure chose à faire, au fond, c'est d'aller t'abonner à l'infolettre pour recevoir à la fois tous les enregistrements des webinaires qui sont faits, les informations des webinaires à venir, plus d'autres petits articles de blog avec toujours des astuces, hein, parce que chez Disquitus, c'est ce qui fait notre marque de fabrique, c'est nos astuces, nos outils qui sont pratico-pratiques. Si tu as besoin de notre aide, si tu as besoin de quoi que ce soit, qu'on parle ensemble des styles de leadership ou d'une des 3 formations que j'ai condensées aujourd'hui pour faire ce webinaire-là, tu peux nous appeler. On est toute une petite gang d'experts toujours à ta disposition. Ça nous fait plaisir de de te rencontrer. Je mets le lien dans le chat aussi pour pouvoir nous rencontrer. Alors, je prends les questions dans le chat ou dans le Q&A s'il y en a. Et puis, ceci achèvera notre belle séance d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une super belle séance.